Voilà, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi bien. Je vous remercie beaucoup parce que la vidéo a fait beaucoup de vues. Je ne m'attendais pas à ce que le monde vienne visiter des vidéos, cette vidéo. Et vraiment, c'était un plaisir. Donc, je vais remercier ceux qui ont déjà fait des abonnements et aussi encourager ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est juste me donner ce plaisir-là de cliquer sur la touche abonner et pour pouvoir encore bâtir une communauté qui permette d'échanger des idées entre nous et aussi nous donner certains indices et certaines informations qui est en train de se passer en temps réel sur le monde. Voilà, pas seulement en Afrique, pas forcément en Afrique seulement, mais à travers le monde, à travers la planète. Parce que c'est sur ça qu'on sera conscient de savoir l'enjeu qui est là sur la table et les défis qui sont là et chercher encore à les résoudre. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui va se porter sur quelque chose qui est très important et très capital et qui sera pas seulement un avertissement à la diaspora africaine, mais aussi et encourager ceux qui sont déjà au pays, qui sont toujours au pays, bon voilà, et les encourager sur et les donner des idées sur bon, l'aspect créativité, voilà, le business et puis l'entrepreneuriat, voilà, puis qu'on puisse ensemble bâtir une Afrique meilleure. Euh, Avant de rentrer dans le but des sujets, permettez-moi voilà, de vous dire merci encore et dire merci à vos familles, merci à voilà, vous tous qui avez vraiment fait l'honneur de venir s'abonner et venir aussi regarder ces vidéos. Et je vous remercie une bonne fois pour tous, une fois encore de plus. Voilà. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ça se focalise sur ce qui se passe dans le monde et quel est l'aspect critique des Africains? Quelle est notre revue sur ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce que cela nous donne comme, voilà, qu'est-ce que cela nous interpelle tout court? Vous avez vu, les problèmes ont commencé depuis la guerre d'Irak, Afghanistan, Syrie. euh, c'est venu toucher la Libye. Et après la Libye, le problème a commencé à toucher bon, d'autres pays et où, bon, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais il y avait pas que mal beaucoup de crises à travers le monde entier qui ont secoué la finance internationale et aussi les économies occidentales et qui a eu beaucoup d'impact sur nos économies qui sont totalement interconnectées avec les économies occidentales. Donc, ça fait que ça a créé des problèmes en Afrique, bien vrai qu'on a eu une petite croissance qui a un peu encouragé les économies, bon, voilà, un peu intimidé aussi et ceux qui ne pensaient, bon, ceux qui sont des économistes classiques. Et voilà, mais la crise actuelle, la crise moderne, surtout cette crise contemporaine, là, doit encore nous interpeller beaucoup plus. C'est tout ce qui se passe en Ukraine actuellement. On a eu des événements majeurs qui doivent interpeller les Africains, surtout la diaspora. Il y avait beaucoup d'Africains qui étaient là-bas, il y avait ceux qui étudiaient dans le domaine de la médecine, ceux qui étudiaient dans le domaine de, bon, voilà, et certains domaines pluridisciplinaires tels que, bon, scientifiques, d'autres, bon, voilà, des ingénieurs civils, ingénieurs mécaniques ou d'autres domaines encore plus précisément techniques. Donc, mais à travers la crise, quand la guerre a commencé, beaucoup d'Africains ont essayé de fuir, bon, pensant que façon qu'on dit ça à travers le monde, les hommes sont nés égaux et ils ont la liberté. Ce droit fondamental de vivre ensemble là, doit être à l'épitome de tout. Mais l'Africain s'est fait raser de tous ces droits de liberté là. Et vous avez vu que quand ils ont commencé à évacuer les gens en Ukraine là, la priorité était les Ukrainiens. La priorité était ceux qui ont la couleur blanche, ceux qui étaient considérés comme des caucasiens, des blancs, et voilà. Et ensuite, ceux qui étaient en dernière position, c'était les noirs. Donc, on s'en fout de ton statut, que tu sois médecin, tu sois docteur, ou tu sois. Seulement, on regardait ta couleur de peau. Est-ce que tu es noir? Voilà. Donc, c'est ça qui a vraiment considérablement marqué la conscience des intellectuels africains et qui nous fait penser un peu à cette question-là. Faut-il vraiment mettre tous les œufs, c'est-à-dire tous les investissements,
Faut-il vraiment avoir encore un espoir très glorieux dans ces pays-là? Bon, je vois beaucoup d'Africains en France, des Africains en Belgique, d'autres sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont voilà, en Amérique du Sud, ou d'autres sont peut-être en Israël, ou bon, dans d'autres pays, Bahreïn, d'autres pays développés, au Brésil, comme ça. Donc, ces Africains, et beaucoup passent à chercher l'espoir qui est là, et parce que cet espoir-là, on n'a pas eu cette sens-là d'avoir cet espoir-là dans nos pays d'origine. Voilà, donc ça fait qu'on a voilà, cherché, aller chercher cet espoir ailleurs, mais à l'heure où les choses sont en train de se passer, où les indices des Nations Unies, pas seulement les indices des Nations Unies, mais les indices même de la FMI, de la Banque mondiale, et voilà, et même les indices américains sur l'investissement, et en train de dire que l'Afrique, c'est le futur de demain. Tout en train de dire l'Afrique, c'est le futur de demain. En tout cas, c'est ça qui est là, ou même quand vous causez avec les grands économistes du monde, et voilà, que ce soit ceux qui sont beaucoup spécialisés sur la microéconomie et sur les préférences des consommateurs, ou bien bon, et sur la prévalence des vies même en tant que telle, ou même vous causez avec des professionnels, ceux qui sont spécialisés dans des macroéconomies, dans des agrégats, voilà, des agrégats monétaires par exemple, donc, ou bien aussi sur d'autres grandes données telles que la croissance de la population, beaucoup sont en train de vous dire que les indices sont très verts en Afrique. Et ça doit encore nous rappeler quelque chose que on ne doit pas vraiment perdre le temps beaucoup ici. On doit beaucoup commencer à s'intéresser sur qu'est-ce qui fait que ces gens-là disent que l'Afrique est le futur de demain. Je vais vous expliquer quelque chose. Prenons seulement la crise énergétique qui est là, les changements climatiques. La crise énergétique et aussi ils vont essayer de vous parler de d'autres paradigmes qui sont là. Et quand vous prenez, bon, par exemple, les changements climatiques, les pays les plus pollués de la planète sont les pays européens, voilà, les pays occidentaux qui ont, au moins, ils ont la technologie au point, bon, l'aviation ou aussi les chauffages ou aussi bon, voilà, les fours à gaz. Tout ça, là, c'est ça qui pollue au moins, bon, à peu près 70% de la couche d'ozone. C'est tout cela qui pollue ça. Et même les débris des satellites qui sont déjà lancés dans des airs, les roquettes comme ça, bon, voilà, tous ces débris-là, c'est tout ça qui pollue l'environnement. Mais quand vous prenez l'Afrique, actuellement, à l'heure où je vous parle, bon, et peut-être, bon, seulement que peut-être l'Afrique du Sud qui est, entre guillemets, en train de vouloir vraiment rentrer dans ce cercle-là, en dehors de l'Afrique du Sud et puis l'Algérie qui est aussi en train de tenter d'aller un peu très loin, il n'y a pas de ces pays-là qui sont des grands consommateurs, voilà, des grands consommateurs avioniques et qui va beaucoup influencer négativement la couche de jeunes. Donc, ça fait que, normalement, quelqu'un qui est en Afrique doit pouvoir au moins satisfaire et ces besoins naturels-là, qui est l'atmosphère qui est saine, voilà, respirer cette atmosphère saine-là, et qui ne doit pas beaucoup s'inquiéter des changements climatiques. Mais retenez une chose, ces changements climatiques-là, l'effet est tellement très vaste que ça ne va pas seulement se limiter aux pays occidentaux, l'effet va avoir, les pays africains vont avoir un effet pervers qui est peut-être les inondations, la pluviométrie et la sécheresse et beaucoup d'autres trucs. Mais en termes clairs, ça, ça va nous impacter peut-être à 13%. Ce ne serait pas très considérable comme dans des pays européens auxquels, bon, où la consommation ou bien bon, l'émission des gaz de serre ou bien les CO2 qui est vraiment très important. Donc, pour cependant, c'est une opportunité pour la jeunesse africaine de pouvoir s'adapter à certaines conditions parce que nous avons des terres qui sont arabes. Donc, les terres qui sont, oui, des terres riches qui sont actuellement possibles de cultiver même sans mettre des intrants. Voilà, et se focaliser sur peut-être les fertilisateurs, ce qu'ils appellent les intrants, et les engrais organiques. Voilà, cultiver à base des feuilles mortes ou bien des trucs comme ça. Et nous pouvons jusqu'à présent avoir des agricultures un peu familiales et semi-commerciales
qui ne nécessitent pas forcément des engrais chimiques fabriqués dans des laboratoires. Voilà. Donc, il y a cet avantage-là qui est là où la jeunesse africaine peut prendre avantage, qu'on a des terres riches et qu'on a des terres cultivables et qu'on a des espaces aussi pour pouvoir vraiment faire certains projets tels que des cultures sous serre comme ça. Donc, il faut que la jeunesse africaine prenne cet avantage-là, saisisse cette opportunité-là pour dire que c'est une opportunité à saisir, que d'aller en Ukraine, ou bien que d'aller dans certains pays qui sont tellement des pays de l'Europe de l'Est. Je vois des Africains qui partent et disent ils s'en vont en Bahreïn pour aller étudier. D'autres disent ils s'en vont en Liban, en Koweït, tout en sachant qu'on ne vous aime pas là-bas. Dans ces pays-là, méfiez-vous. Ne partez pas là-bas, quelles que soient les conditions. Il y a certains pays au monde là, même si on te donne les visas gratuitement là, ne pars pas. Parce que c'est très dangereux. Façon qu'ils vont te maltraiter, façon que tu vas, bon, peut-être finir, bon, toi, bon, tu vas voir que l'essence de ta vie là, est-ce que vraiment ça méritait ça? Donc, il faut que vous ressaisissez ça pour comprendre que si ces Occidentaux-là nous disent encore que le futur va se jouer en Afrique, il faut commencer à se préparer. Il ne faut pas attendre à ce que la chose vienne nous surprendre. Ce n'est pas pour rien que vous voyez des Libanais acheter des grandes terres en Côte d'Ivoire, que vous voyez des Turcs acheter des grandes terres. La Turquie, même tout récemment, a dit qu'elle voulait louer des terres africaines. La Turquie a dit qu'elle voulait louer des terres africaines pour pouvoir développer une agriculture moderne et intensive. Ça ne vous dit rien? Il faut que ça nous dise quelque chose. C'est-à-dire dans ces zones-là, telles que les zones turques ou bien bon, les zones Europe de l'Est, où on avait l'intention de cultiver les bleus, les terres commencent à devenir de plus en plus problématiques à cause des changements climatiques. Mais c'est chez nous, ils vont revenir encore acheter les grandes terres, mais partez en Afrique du Sud. C'est pas loin, l'exemple est très palpable, pas seulement en Afrique du Sud, partez en Zimbabwe et tout récemment. Vous allez voir, les terres les plus cultivables sont détenues par des Blancs. Les grandes terres les plus cultivables sont détenues par des Blancs, ce n'est pas par des Noirs. Parce que nous n'avons pas cette mentalité-là de savoir que la richesse se trouve sur la terre. C'est ça le problème. On passe le temps à être des grands consommateurs, mais pas des gens capables d'innover dans le domaine de la production. Donc, il y a ces problèmes-là. Et c'est ce même phénomène qui est en train de se répéter dans d'autres pays qui semblent être un peu émergents, comme le Sénégal, le Kenya, et quel pays encore, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces pays-là, quand vous allez remarquer, sur l'indice, sur les proportions de pourcentage de ceux qui acquièrent les grandes terres modernes cultivables, ce sont des Blancs. Les Noirs ne s'intéressent pas et ils ne cherchent même pas à s'intéresser, ils ne cherchent même pas à vraiment rentrer à l'intérieur, comprendre les choses. Nous passons le temps à être des consommateurs. C'est comme si on est né sur cette terre-là pour consommer, attendre à ce que les gens produisent, à ce qu'on soit des consommateurs. C'est très triste. Il faut que cette jeunesse-là se ressaisisse. Ne dites pas qu'il n'y a pas l'espoir. Il y a l'espoir. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, les gens vont vous dire que la politique, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Mais moi, je vois ça dans le sens contraire. Il faut que la jeunesse s'intéresse plus à l'innovation. Il faut que la jeunesse s'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat auquel bon, vous allez devenir des grands entrepreneurs. Parce que, je vais vous dire une chose, la politique, si vous abandonnez la politique et vous devenez des grands entrepreneurs, par exemple des grands fermiers, c'est la politique qui viendra vous chercher. Ce n'est pas vous qui devrez chercher la politique, mais c'est des politiciens qui vont venir vous chercher. Parce que prenons un exemple, vous êtes dans une ville auquel il n'y a pas de grands agriculteurs, il n'y a pas de gens qui se sont tapés des millions, voilà, tapés de l'argent sur l'agriculture. Mais vous partez, vous vous installez là-bas, vous modernisez votre agriculture, vous avez des grands projets agricoles où vous avez mis vraiment l'innovation sur place et que vous devenez de plus en plus un grand producteur, vous devenez un milliardaire dans cette ville-là. Vous pensez que lors des campagnes présidentielles, là, quand les députés vont vouloir venir dans votre ville-là, ou bien le président va vouloir venir dans votre ville-là, vous pensez qu'on ne va pas venir vous chercher? Ils vont venir vous chercher parce que vous devenez un grand un opérateur économique. Et en tant qu'opérateur économique, vous jouez un rôle très capable, un rôle très essentiel qui va vraiment impacter les populations. Parce que imaginez-vous que vous avez une population, bon, peut-être 2000, 3000, 4000, voire même 10 000 personnes qui sont derrière vous, et que vous dites à ces 10 000 personnes-là, allez-y dire à votre famille, ne votez pas telle personne-là. Mais vous voyez l'impact que vous êtes en train de faire.
C'est pour cela que la politique a déjà compris ça. Quand la politique est en train de venir dans votre région, elle cherche à rencontrer les opérateurs économiques parce que c'est eux qui ont l'impact sur la vie sociale de ces populations-là. Donc c'est pour cela que je vous dis de faire un sens inverse. Au lieu de vous s'intéresser à la politique pour vous enrichir avant de devenir des grands entrepreneurs, devenez des grands entrepreneurs pour que la politique vienne vers vous. Et c'est à ce moment que vous devrez maintenant dicter ce qui doit être fait pour la commune. C'est très important. Et maintenant, autre aspect encore que je voulais toucher, mais vous m'excusez, je vais faire une vidéo très spécialement pour ça. Je ne voulais pas tellement mélanger ça à ça et ce que je suis en train de développer actuellement, mais je vais un peu brosser ça. Je ne dis pas à la jeunesse africaine de ne pas faire la musique, de ne pas s'intéresser à être des professionnels danseurs, de ne pas s'intéresser à être des artistes. Mais moi, je vais vous dire, ce côté-là, c'est un soft power. Ce côté que vous êtes en train de faire là, la musique, l'art, vous êtes des professionnels d'art artistique, vous êtes des danseurs. Ça, c'est des soft power en termes d'investissement. Donc, ça, la plupart du temps, ça va perdre votre temps. Alors que vous restez dans ces domaines-là, les gens sont en train de s'industrialiser. Il faut que les gens pensent vraiment que l'Afrique doit s'industrialiser. On ne peut pas rester seulement tout le monde veut devenir musicien, tout le monde veut devenir danseur, tout le monde veut devenir des artistes, tout le monde veut devenir des professionnels artistiques d'art. Mais vous voyez qu'il y a un grand problème. Alors qu'on a besoin des gens, des agronomes dans des champs pour développer ces champs-là, on n'a plus, personne ne veut partir là-bas, chacun veut devenir chanteur. Donc, c'était un exemple, je vais prendre l'exemple de quelques chanteurs, mais ce n'est pas des cibles non plus pour les négationiser. C'est juste prendre un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on peut être chanteur, mais pas seulement rester dans son champ de définition, mais sortir de ces champs-là pour pouvoir impacter d'autres personnes. Je prends l'exemple d'un grand star que je respecte beaucoup, qui est Sidiki Diabaté. Sa musique, s'il est bien encadré, ce gars-là est en train de faire vraiment une bonne musique. Et j'avais dit ça dans l'une des vidéos passées. Bon, s'il essaie un peu d'aller vers dans le sens comme ces grands artistes comme Salif Keita, s'il essaie un peu d'aller vers ce sens-là, à moderniser sa musique, essayer de laisser une musique un peu classique, pas trop moderne, mais laisser ça sur un sphère classique auquel les gens, à tout moment, même si c'est 200 ans, les gens vont toujours écouter cette musique-là. Si Sidiki Diabaté reste dans cet environnement-là, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose de bon. Et actuellement, il est déjà bon, mais ce que je suis en train de dire, s'il peut améliorer sa musique à ce que ça soit une musique tellement classique, mais pas trop contemporaine, et avoir une bonne clientèle qui sera stable jusqu'à long terme, je vais vous dire la vérité, ce gars-là est bien parti. Mais maintenant, moi, je ne voulais pas voir des Sidiki Diabaté au Mali. Je ne veux pas voir plusieurs Sidiki Diabaté au Mali, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien en Guinée, ou bien au Burkina, ou bien au Niger, ou bien au Bénin. Je vais voir des Sidiki Diabaté qui sont des chanteurs, mais en même temps, je vous dis en même temps, ils sont des industriels. Je vais voir un Sidiki Diabaté qui a reçu sa musique, mais qui a beaucoup d'industries, qui peut embaucher 2000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes. Non, mais allons-y, faisons un peu de petits calculs. Si vous avez 100 artistes comme Sidiki Diabaté dans votre pays, prenons le cas du Mali. Le Mali a beaucoup de talents, le Mali a beaucoup de chanteurs professionnels, mais c'est ce que j'ai dit, ne restez pas toujours, je ne veux pas voir un Sidiki Diabaté qui continue toujours dans la musique, sans pouvoir installer une usine de fabrication de produits. Il faut que Sidiki Diabaté arrive, à travers son art, installer quelque chose qui profite à sa population, profite à sa communauté. Parce que chanter, c'est bien, les gens vont aller te regarder, les gens seront contents de ta musique. Mais il faut qu'à travers ta musique, ça puisse au moins nourrir ta communauté, les gens puissent bénéficier de ce que toi tu es en train de faire. C'est pour cela que je donne des conseils à ces chanteurs professionnels-là d'avoir des industries. Une industrie est différente d'une petite entreprise. Je parle d'avoir des industries, des unités de transformation, un peu de grandes sphères. Voilà, prenons l'exemple. Si le Mali a 1000 personnes qui savent bien chanter et qui sont représentées dans les podiums internationaux, si ces 1000 chanteurs-là, chacun a installé une usine au Mali,
J'ai dit bien 1000 personnes, et j'ai pris 1000 personnes dans tout le Mali. C'est tout un million des millions de populations qui sont au Mali. Supposons qu'on a 1000 chanteurs, qu'on a pu au moins faire tirer, que l'État aussi a accompagné ces artistes-là, ils sont bien représentés. Et que chanteur, chaque chanteur a pu installer une unité de transformation, une usine qui peut employer tout au moins 9000 personnes. Allons-y. Si dans les 1000 personnes là, chaque chanteur a pu faire une usine. Je vais prendre un exemple. Bon, si je dis usine, peut-être ça va vous mélanger. Mais prenons les usines de transformation, bon, du lait comme ça en yaourt qui est mis dans des sachets. Ça, c'est un exemple très simple. Usine, par exemple, des bonbons. Les enfants aiment les bonbons, ça peut bien marcher. Prenons ces petits exemples-là. Si au Mali, il y a ces 1000 artistes-là, 1000 chanteurs, qui ont pu chacun à faire une unité industrielle qui peut embaucher 9000 personnes. Je vous jure que vous tombez sur 9 millions de personnes embauchées qui travaillent, qui ont un salaire. Le calcul est très simple. 1000 multiplié par 9000, ça fait 9 millions de personnes embauchées au Mali qui travaillent, qui sont déclarées à la caisse, qui reçoivent peut-être des pensions après des retraites, mais ces 1000 personnes-là ont pu au moins faire travailler 9 millions de personnes qui peuvent nourrir leur famille, payer leurs petites les scolarités de leurs enfants, faire beaucoup de choses. Mais imaginez, ça c'est seulement dans le domaine artistique, dans le domaine où la plupart de nos gens passent leur temps à la musique, oublier l'investissement. Regardez ce que ça donne. Mais enlever 9 millions dans la population du Mali, il va vous rester combien? Le reste, enlever encore les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, enlever-les. Mais voilà, presque tout le monde devient de plus en plus salarié. Ça va aider, ça aide l'économie à partir. C'est la même chose en Côte d'Ivoire aussi. Regardez en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de musiciens professionnels qui sont très doués, qui font de la bonne musique. Mais s'ils passaient leur temps à faire des industries, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on n'allait plus parler de chômage. Il faut qu'on se dise la vérité. Souvent, la responsabilité vient du fait que c'est nous-mêmes les vrais problèmes. Ce n'est pas seulement l'État, c'est nous-mêmes les vrais problèmes. Ça commence d'abord par les artisans, les chanteurs et consorts, et voilà, qui doivent au moins jouer un rôle central dans la communauté. Ne passez pas le temps à aller faire des concerts, vous avez gagné 15 millions, vous avez gagné 20 millions. Au lieu de faire une industrie, vous allez dans des hôtels avec des jolies femmes, perdre le temps là-bas, et après, maintenant, on se lève qu'il y a trop de chômage dans le pays. C'est la responsabilité incombe à tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là. Ça, c'était seulement un petit, juste un petit indice. Je vais maintenant développer ces sujets-là petit à petit pour que vous puissiez comprendre le rôle qu'un individu peut jouer pour impacter toute une communauté, tout un pays, toute une nation, tout un continent. Je vais développer ça petit à petit, pas à pas, pour que vous puissiez comprendre ça. Donc, je pense que j'ai trop fait, je suis à peu près 23 à 24 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais attendez, abonnez-vous massivement parce que si vous ne pouvez pas vous abonner, partagez ces vidéos pour que ça puisse aider les gens à avoir une vie constructive, des idées constructives. C'est ça qui peut nous faire avancer. Ne restez pas à regarder la vidéo et puis fermer et puis vous partez. Ça n'arrange personne. Seulement si vous faites ça, vous n'êtes pas productif vous-même en tant que quelqu'un qui est venu regarder la vidéo sans pouvoir s'abonner, sans pouvoir partager la vidéo, vous n'êtes plus productif. Voilà, et c'est sur ça qu'on est en train de lutter actuellement pour que tout le monde devienne productif. Et c'est ça qui va arranger nos nations de demain. Abonnez-vous massivement, c'est très important. Et passez une bonne soirée. Bye bye.